projet de loi des finances exercice 2016. Le Premier ministre a déposé hier ce projet au Parlement qui se chiffre environ 8 milliards de dollars américains. Mais alors, dans quel contexte s'inscrit ce budget? Avant de prendre notre invité, suivant cette interview que le chef du gouvernement a accordée à la presse au sortir du Parlement. C'est un projet qui s'inscrit dans une logique un peu difficile. Un contexte international marqué par la baisse des cours des principaux produits des matières premières d'exportation, notamment les cuivres et le pétrole, dont les prix ont sensiblement baissé. Donc je voudrais vous rassurer que le ministre d'État au budget a donc prévu une ligne budgétaire significative pour les élections. Quitte à ce que les recettes telles qu'elles seront mobilisées en 2016 permettent effectivement de rencontrer ces projections budgétaires. Le document est prêt. La Cour des comptes qui avait reçu le projet il y a quelques semaines a finalisé l'examen de ces projets de reddition des comptes. La Cour des comptes a fait ses observations. Elle nous les a transmises. Aujourd'hui, le projet de loi sur la reddition des comptes va être examiné en réunion interministérielle avant d'être discuté dans le meilleur délai en Conseil des ministres avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Florimond Mouteba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'ODEP et notre premier invité dans ce journal. Alors, 9,9 milliards de dollars américains, c'est ce que le gouvernement congolais a déposé comme projet de budget l'année dernière. Cette année, c'est 8 milliards. Avez-vous une idée sur le contexte qui a prévalu à cette baisse d'environ 1 milliard? Bon, le contexte, c'est vrai pour la RDC aujourd'hui, le contexte économique et social est quand même un peu difficile. Vous voyez, le Premier ministre vient de le dire. Les cours de cuivre étaient, le prix du cuivre était à 7 000 $ la tonne. Aujourd'hui, il est à 5 000. En ce qui concerne le pétrole, c'était à 110. Et aujourd'hui, nous sommes à 47. Et donc, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que les services mobilisateurs doivent faire un gros effort, notamment pour cela. Parce que, vous voyez, par exemple, lors de conférences budgétaires, la DGDA a annoncé déjà une baisse de 400 quelques milliards donc de francs congolais. Il va falloir que le gouvernement vraiment suive de près les services mobilisateurs de recettes pour qu'il n'y ait pas tous ces coulages habituels. Parce que c'est vrai qu'on annonce 8 milliards, mais nous risquons de ne mobiliser que 4 ou 5. Oui. Si on pouvait au moins mobiliser les 8 milliards, ce serait déjà une très bonne chose. Et moi, c'est que le conseil que je vais donner au gouvernement, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est tout faire pour que les 8 milliards soient mobilisés. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, que le contexte économique il est plutôt difficile. Alors, quelle sera la priorité, justement, des priorités du gouvernement? Mais la priorité pour nous, société civile, reste toujours les sociales. C'est que les moyens... J'ai vu, par exemple, qu'en ce qui concerne l'éducation, on avait projeté 16% du budget, 15% pour la santé. Je souhaite vraiment que les 16 et les 15 soient vraiment mis à la disposition de ces ministères, n'est-ce pas, pour que le social soit réel. Oui. Mais je regrette, par exemple, que l'agriculture ne soit qu'à 2,5. C'est vrai que c'est plus que 1,0 et quelques de l'année dernière. C'est vrai, mais l'agriculture, vous savez, nous avons le Congo dans le cadre des accords de Maputo. Nous avons ratifié les accords de Maputo dans lesquels on nous oblige à être à 10%. 2,5%, on est un peu loin. Et l'agriculture, vous savez, c'est l'activité des ruraux. C'est-à-dire la grande majorité des Congolais vivent de l'agriculture. Donc 2,5%, c'est pas tard. Nous, société civile... Mais pour vous, la priorité, c'est d'abord le social. C'est le social. Mais quand on dit agriculture, c'est le social. Oui, également, bien évidemment. Donc, pour nous, la priorité, c'est le social. Ouais. Voilà, un mot peut-être sur la Cour des comptes en rapport avec cette loi. Bon, je pense que la Cour des comptes, je la vois plus du côté de la structure qui a besoin d'argent pour pouvoir faire son travail. Et je souhaite vraiment que dans le cadre de cette loi des finances 2016, on donne assez de moyens à la Cour des comptes, mais qu'on débloque aussi ces moyens pour qu'elle fasse son travail. Voilà. Qu'on ne dise pas, oui, le PNUD a financé les rapports de la Cour des comptes. Non.
ou que tel projet est venu financer l'équipement. Non, que le gouvernement donne les moyens à la Cour. C'est sa Cour des comptes. Voilà. Merci Florimond Mouteba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'ODEP. Merci beaucoup. Je vous l'ai annoncé en début du sommaire, le nouveau ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabé, a été présenté officiellement aux forces armées de la République démocratique du Congo ce vendredi. Après les honneurs et présentations, Crispin Atamatabé et la cellule noble des FARDC ont fait le point sur la situation globale actuelle de l'armée congolaise. Prise d'armes à l'état-major général des FARDC, la cérémonie a porté sur 2 phases. D'abord, le défilé exécuté par le détachement d'honneur devant le nouveau ministre de la Défense nationale au parking VIP du bâtiment de l'état-major général. Et l'autre étape, celle du retrait à huis clos pour passer au crible la réalité profonde des FARDC. Ici, le chef d'état-major général Didier Etumba a pris tout son temps pour présenter l'un après l'autre le cadre qui constitue la cellule noble des FARDC. Et aux généraux, il a dessiné le portrait complet du nouveau ministre de la Défense avant de déclarer solennellement qu'ils lui doivent soutien et obéissance, mais le respect strict qui régit les forces armées. Notre ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, nouvellement nommé, s'appelle Crispin Atamatabé. Il a 59 ans, il est gradué en philosophie et licencié en droit, il est marié et père de 5 enfants. 59 ans d'âge, il est ancien cadre étoffé de l'administration publique. Des hydrocarbures, le voici aujourd'hui à la tête de la défense nationale. D'ores et déjà, il a pris contact, les forces donc, le ministre de la Défense et l'état-major général. Le processus de paix en RDC risque de devenir comme le rêve d'un sourd muet si chacune des parties prenantes n'arrive pas à exécuter les différents engagements souscrits dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le groupe de travail de 10 principales organisations de la société civile de la RDC qui exprime cette inquiétude dans son 3e rapport rendu public hier jeudi à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ces 10 organisations de la société civile congolaise analysent et formulent des observations sur l'état d'avancement du processus de paix au Congo-Kinshasa. D'après elles, au lieu d'un activisme dans l'exécution des engagements par les parties signataires, il s'observe un essoufflement dans la mise en œuvre de l'accord cadre de paix. Ça fait longtemps qu'on est dans le processus de paix. C'est comme si on est dans une sorte de pérennisation du processus de paix. Et ça fait longtemps également que tout en étant dans les processus de paix, nous continuons toujours à vivre des questions d'insécurité. Au mécanisme des suivis de l'accord cadre en République démocratique du Congo et à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les réactions sont promptes. C'est un bon rapport dans la mesure où ça situe un peu ce qui a été fait et les défis qui restent à relever dans le cadre du processus de paix, de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quand il y a un rapport qui est publié comme ça nous permet de guillonner notre action et de développer davantage de la communication pour montrer jusqu'où la RDC est en train d'opérer certaines réformes. 3e rapport du genre par ce groupe de travail de la société civile congolaise à être soumis aux signataires de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Sera-t-il exploité aux fins utiles et bonnes ou destiné tout simplement au tiroir? Donner une réponse immédiate releverait de l'imprudence. Attendons voir l'évolution de la mise en œuvre de cet accord. Le départ de Moïse Katumbi du PPRD va-t-il fragiliser la majorité présidentielle? Les élections générales en République démocratique du Congo, faut-il croire encore en la Commission électorale nationale indépendante? Et enfin, la proposition de loi portant référendum en RDC, faut-il y voir une manœuvre du pouvoir en place? Eh bien, autant de questions auxquelles a répondu Célestin Bouillou, député national, ministre honoraire des hydrocarbures et de la sécurité intérieure. Il était l'invité spécial de Décryptage. Dans la majorité, je vous dis que... Un duel télévisé sur les sujets brûlants de l'heure. Les questions taboues étaient également au rendez-vous.
Consignes auxquelles se sont donnés l'invité et le présentateur. Caputo et beaucoup d'autres personnes. D'entrée de jeu, le départ du PPRD de l'ex-gouverneur riche du Katanga, Moïse Katumbi, s'invite au premier plan. L'ancien ministre de la Sécurité intérieure n'y voit aucune incidence fâcheuse sur l'avenir de la famille politique du chef de l'État. Moi, que voici ce qu'il a fait exactement pour que Kabila soit ce qu'il est. Dites-moi, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez dire que le président de la République est passé, Kabila est passé président de la République, tout simplement avec les voix des Katangais? Mais que devient alors le Katanga sans Moïse Katumbi, sans Gabriel Kyungu, sans Mwando Simba ou encore sans Jean-Claude Mouyambo? La réponse, le Katanga est le même. C'est-à-dire pour vous, tous les Katangais là ne valent que 4 personnes ou 5 personnes. À la question de savoir si l'élection présidentielle aura lieu effectivement en 2016, Célestin Mbouyou préfère ne pas s'y prononcer, laissant la Constitution le soin de le faire. Je dis bien, ne me faites pas parler ce que la Constitution ne me permet pas de parler. Et au sujet de la fameuse question liée à la proposition de loi portant sur le référendum, la démarche est tout à fait parlementaire, a-t-il souligné. Une proposition ne veut pas dire que c'est une effectivité déjà. Elle sera finalement examinée à l'Assemblée nationale. Elle sera examinée comme toutes les autres lois. Elle sera acceptée comme ne pas être acceptée, même si le référendum se faisait. Entretien sans complaisance, à suivre ce samedi à 20h30 sur nos antennes. Voilà, économie à présent, la situation macroéconomique de la RDC est globalement satisfaisante, mais sa stabilité demeure vulnérable. C'est la conclusion du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique et financière de la RDC de janvier 2014 à la première moitié de l'année 2015. Eh bien, ce rapport a été présenté le jeudi 1er octobre à l'hôtel Memling. Détail avec Fabien Lumbala. L'efficacité et l'efficience du secteur public. Concrètement, il s'agit d'un troisième rapport de la Banque mondiale qui fait le suivi de la situation économique et financière du Congo-Kinshasa 2015 en vue de renforcer la résilience, mieux la résistance de long terme, avec un accent particulier sur le rôle de la dédollarisation, l'inspection artisanale et la diversification économique. Au-delà des résultats positifs dans la stabilité macroéconomique et des croissances, la situation de la République démocratique du Congo demeure vulnérable selon la Banque mondiale, qui évoque 3 raisons, notamment l'économie du pays fortement orientée vers l'extérieur, des recettes provenant en grande partie du secteur minier et la dollarisation de l'économie qui exerce, selon la Banque mondiale, une pression sur les réserves des devises et prive le pays de ses revenus. La Banque mondiale demande à la RDC de diversifier les secteurs de revenus tout en mettant en place des infrastructures et des compétences pour améliorer la performance dans ces secteurs. Le gouvernement, par le biais du ministre des Finances, représenté à cet échange par son directeur du cabinet, a salué l'objectivité de ce rapport en soulignant que la résilience du pays nécessiterait une meilleure mobilisation des recettes du secteur des ressources naturelles, une réduction de la dollarisation et celle de la concentration de l'économie. Et la communauté Nandé Kianda remercie le chef de l'État pour la nomination d'Esdras Kambale Baekwa au poste d'ambassadeur de la RDC en Centrafrique et du président du Kianda comme conseiller à la présidence en matière de poste téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude au chef de l'État pour notre élévation aux hautes fonctions. Après avoir été nommé ministre des Cultures et Arts en 2007, cette fois-ci c'est la casquette d'ambassadeur qu'il porte en séjour. Nommé par le président de la République Joseph Kabila Kabange, Esdras Kambale va représenter la RDC en République centrafricaine. La nouvelle ne pourrait pas passer inaperçue. Voilà qui justifie cette rencontre de Kianda. Je suis très reconnaissant avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir pensé à moi pour la seconde fois. Je voudrais vraiment le remercier et dire que je ferai un effort pour qu'il ne soit pas déçu, pour que la diplomatie de notre pays, dans ce pays-là, puisse aller de l'avant. Par ailleurs, Paulin Kamaté promet d'assurer au poste qu'il a été confié par le chef de l'État
comme conseiller à la présidence en matière de poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et communication. Je remercie la communauté d'avoir organisé cette cérémonie à l'occasion de notre désignation comme conseiller du chef de l'État.